7h, 9h, Patrick Roger. Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Éric Nolot et Guillaume Bigot, et vous également au 0826 300 300. Éric Nolot, tout à l'heure, dans votre regard, vous avez dit il est temps de remettre les barbelés laïcs globalement dans notre pays, autour d'ailleurs de cette Coupe du Monde et des Bleus. Que vouliez-vous dire précisément par rapport à ça ? Ce que je voulais dire, c'est que j'entends depuis quelques semaines, plus particulièrement depuis quelques jours, une petite musique que je n'entendais pas dans les précédentes Coupes du Monde, même quand la France allait très loin. J'entends d'un côté un joueur marocain, le capitaine de l'équipe quand même, qui dédie une victoire à tous les peuples musulmans, à tous les pays musulmans. Et puis je vois ça sur les réseaux sociaux. Il y a une petite musique qui monte de l'ultra droite, qui veut faire de Giroud une sorte de champion de la chrétienté. Il fait pas mystère de ses convictions chrétiennes. Olivier Giroud, il n'en fait pas non plus un sujet de prosélytisme. Il dit que c'est un sujet privé, mais on veut opposer Giroud, la chrétienté, à l'islam qui serait symbolisé par Benzema. Je trouve ça quand même très préoccupant, parce que tant que le football, c'est un affrontement symbolique entre des pays, c'est très bien, hein, c'est pas la guerre. Quand ça commence à virer... Là, c'est un affrontement géopolitique, quasiment, et géoculturel, culturel et religieux. Oui, ça dépasse le nationalisme, ça dépasse le patriotisme, ça devient religieux. Pour l'instant, c'est une petite musique en sourdine, et il ne faudrait pas qu'elle se fasse plus assourdissante. Oui, et Guillaume Bigot ? Ce qui est intéressant, c'est que le seul antidote, finalement, au retour de ces identités religieuses, c'est le patriotisme. Parce que l'islamisme, ce n'est autre qu'un patriotisme de substitution. Quand la France est là à micro-échelle, ce n'est qu'une parabole et ce n'est que du foot, évidemment, mais cet entraîneur a l'air quand même d'être un patron à la fois très respectueux, mais en même temps assez exigeant. Il leur a assigné un but assez élevé, et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de différences entre les uns et les autres, de différences de religion, de passe-droit. La règle dure à l'ex, c'est de l'ex. La règle allait être la même pour tout le monde. Même un Mbappé qui a quand même un comportement assez un peu égoïste au PSG. Bon, oui. Oui, parce qu'il ramène un peu la couverture à lui. Là, il n'en est pas moins génial, ce Mbappé, mais il est vraiment au service du collectif. Donc c'est une parabole intéressante, c'est-à-dire quand la France est forte, quand il y a un commandement fort et quand il y a un patriotisme fort et qu'il y a des buts très élevés qui sont assignés aux Français, c'est Chateaubriand, hein, il faut mener les Français par les rêves, ça a l'air de bien fonctionner. Alors quand il y a aussi un meneur d'hommes, peut-être, c'est la question que nous posons d'ailleurs à propos de Didier Deschamps, est-ce que c'est un stratège, un meneur d'hommes, un obstiné aussi, un peu têtu, parce qu'il l'est. Non, mais d'abord, c'est un meneur d'hommes. Hein, c'est un meneur d'hommes. 50% des gens qui votent, là. De l'intérieur, on vous dit que sous des apparences comme ça, tout à fait aimables, c'est quelqu'un qui peut être très dur. Ouais. D'ailleurs, son métier l'exige. Après, c'est aussi quelqu'un qui est très réaliste. Je pense qu'il y a eu un grand changement dans la culture footballistique française. C'est quand les Français ont commencé à jouer en Italie. Ils en ont rapporté une culture de l'efficacité, du réalisme. On voit bien que les Français ne pratiquent pas un jeu très brillant. Ils laissent le ballon à l'adversaire, ils pratiquent la contre-attaque. On a un peu changé. Et Didier Deschamps est porteur de cette culture à l'italienne, comme on disait, on dit un peu moins maintenant, mais comme on disait à l'époque, et puis de cette exigence d'être un meneur d'hommes, parce que vous n'allez pas loin dans une compétition aussi exigeante que la Coupe du Monde si vous n'obtenez pas de chaque seconde la cohésion du groupe. Oui, alors il y a un auditeur qui va, vous dites italien, qui dit finalement il est allemand, c'est-à-dire que le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'équipe de France qui gagne. Pour reprendre la métaphore en fait. C'était Gary Lineker qui avait inventé cette phrase. Oui, disant que c'était les Allemands toujours qui gagnaient effectivement à la fin. Donc on a voulu essayer d'instrumentaliser aussi un petit peu cette Coupe du Monde, non ? Ou pas ? Moi, alors, Guillaume Bigot. On nage en plein paradoxe, parce que moi j'ai connu 98, vous aussi, et là on avait tout de suite essayé d'instrumentaliser Black Blanc Beurre. Moi j'ai l'impression que cette équipe, elle est vraiment bleu blanc rouge avant d'être Black Blanc Beurre. On n'en est plus là, enfin on s'en fiche de cette histoire. Alors j'entends bien... il y a eu quelques voix quand même... Mais à mon avis... Éric Zemmour, la semaine dernière. Je suis pas certain qu'ils aient raison, et de plus... Simplement c'est factuel. Hein. Il ne faut pas être naïf, soyons vraiment pas de naïveté. On a vu au lendemain de l'assassinat d'Emmanuel Paty, la Fédération française de football a tenté de mobiliser Samuel Paty, a tenté de mobiliser l'équipe de France pour délivrer un message de tolérance. Or, curieusement, nous n'avons vu effectivement que des joueurs de confession chrétienne témoigner. Et on a
avait aussi entendu à cette époque, je crois qu'on l'avait pas entendu, c'était vrai, vous savez, des joueurs de l'équipe de France, on les citera pas, qui avaient liké, comme on dit, un post terrifiant de ce joueur de MMA, de ce combattant de MMA daguestanais, qui avait dit finalement bien fait pour Samuel Paty. Non mais je vais au-delà de ça, c'est-à-dire instrumentaliser pas que l'équipe de France, même d'une façon plus générale, c'est-à-dire que bien sûr on disait il faut la boycotter parce que c'était de la géopolitique contre le Qatar et ce qui s'est passé. Ensuite Emmanuel Macron avait dit il faut pas voir de la politique partout. Il est allé lui-même, là il a fait un voyage express et il va y retourner et il le dit d'ailleurs en parallèle, il veut rencontrer des chefs d'État. C'est assez étonnant tout ça. Éric Nolot. Moi j'évacue un peu la question du boycott parce qu'il faut être cohérent. Si Emmanuel Macron s'est rendu en Russie 4 ans après l'annexion de la Crimée, on ne voit pas pourquoi il boycotterait tout d'un coup le Qatar. Faut être un peu cohérent. Après, quand Emmanuel Macron nous dit que le sport et la politique doivent être séparés, lui, il est partisan du boycott de l'exclusion des équipes russes des compétitions internationales. Et tout ça est incohérent. En revanche, pour revenir sur l'instrumentalisation, je perçois des signaux qui sont de moins en moins faibles tout de même. Quand le Qatar distribue des Corans aux spectateurs qui viennent assister au match, qui se vendent... tous les spectateurs, non. Mais en tout cas, assez largement, qui se vendent d'ailleurs d'un certain nombre de conversions. Si, tout à fait. Quand ce capitaine de l'équipe du Maroc tient ses propos, c'est un peu bizarre, comme s'il ne représentait pas un pays, mais une religion, je trouve ça très étrange. Je trouve que l'activisme de l'ultra-droite devient très préoccupant, avec Giroud en chevalier de la chrétienté. Je trouve que tout ça sent assez Giroud n'a rien mauvais. Demandé, mais Giroud, moi c'est mon idole, Giroud, donc c'est bien malgré lui. Lui, il ne trempe absolument pas dans ce genre de manipulation et d'instrumentalisation. C'est à son corps défendant, je tiens à le répéter ici, mais il n'empêche que je trouve que déjà le nationalisme donne des scènes de rue qu'on voit avec des affrontements entre communautés. Si en plus ça devient un conflit strictement religieux, on va au-devant de jours vraiment très noirs. J'ai quand même l'impression que cette équipe de France, elle nous unit et nous donne une raison aux uns et aux autres d'être fiers d'être français. Et malheureusement, c'est que sur le terrain de football et c'est que sur la pelouse. C'est ce que déplorait Elisabeth Lévy cette semaine en disant derrière le football, etc. on est unis, mais pour le reste on ne l'est pas. Il a raison. Emmanuel Macron a raison et on ferait pareil à sa place d'essayer de tirer quelque chose des éclats de gloire de l'équipe de France parce qu'ils eux le méritent en tout cas. Mais ce qui est curieux, c'est quand même ils célèbrent la France en football, mais pas ailleurs. Voilà, ça c'est quand même étrange. Alors, quant au choix du Qatar, tout le monde se pose des questions. Pourquoi le Qatar? Est-ce que le président les réponses, les réponses sont du côté du Parlement européen où il y a effectivement des valises de billets qui circulent. Disons que dire du bien de ce petit émirat gazier, c'est tout de suite récupérer manifestement des fonds d'argent. Il faut renverser le raisonnement. Pourquoi il y a un tel engouement autour de l'équipe de France? Pourquoi en effet cette magnifique équipe nous unit? Parce que comme nous sommes désunis par ailleurs, il y a un surinvestissement symbolique, parce que ça coûte moins cher quand même de soutenir l'équipe de France, je veux dire, d'un point de vue, entièrement d'accord, symbolique que de soutenir la France sur d'autres sujets plus sensibles. Donc on surinvestit sur le symbolique et on délaisse un peu le côté réaliste. Mais on voit aussi les conditions qui seraient réunies pour unir les Français. S'ils avaient un objectif ambitieux en tant que Français, et si un Didier Deschamps, parce que les Didier Deschamps politiques qu'on a depuis 40 ans n'arrêtent pas de dire aux Français, par analogie, c'est une simple parabole, ils disent aux Français, vous êtes petits, vous êtes minables, vous fusionnez avec une autre équipe, on en peut mais, etc. Vous êtes des Gaulois réfractaires, vous êtes des riens. Enfin bref, c'est pas comme ça qu'on dirige la France. Oui. Bon, Deschamps président. Dernière. Deschamps président. Allez, on donne la parole au 0826 300 300. Il y a Claude qui réagit de Perpignan, non pas sur le sport là, mais sur notre question du jour. L'une des questions du jour que l'on posait, c'était conditionner le RSA à des heures d'activité pour vous. Est-ce que c'est une bonne idée, risquée, inefficace ou à tester, puisque vous avez vu, c'est parti et il y a un test sur quelques régions, quelques départements. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à Patrick, à Guillaume et à Eric, et à tous les auditeurs, mon cher Claude. À tous les auditeurs. Voilà, moi, je voudrais dire d'abord, il faut quand même se rappeler que cette idée, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle quand même que cette idée, elle a été poussée très très longtemps et depuis très longtemps à droite, et c'était à gauche, la gauche dont Macron est quand même issu, faut pas s'en souvenir, qui disait non, ça
impossible. Et on peut pas faire ça parce que ce serait la double peine. Les gens sont déjà dans la difficulté. Ça va encore les stigmatiser comme paresseux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis en face l'allocation universelle que Benoît Hamon a repris et qui est une gentille utopie. Non, alors donc, ce rappel étant fait, moi je trouve que moralement, c'est normal de penser qu'à une allocation non contributive, et il y ait une réponse des gens attributaires qui soit faite un service rendu soit à la collectivité sociale, soit à la collectivité économique. Là, je pense à l'emploi dans ce cas-là. Alors ceci étant dit, moi je trouve que donc cette potentielle bonne idée, elle n'est pas sans difficulté, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'elle va être testée. Alors ça, c'est une bonne idée, il faut qu'elle soit testée. Je suis heureux de voir qu'il y a une trentaine de départements qui sont candidats pour faire le test. Ce que je souhaite, c'est que le pays soit capable de décentraliser le test. Alors ça, j'ai quand même beaucoup de craintes, connaissant à la fois la tradition française et la façon de gouverner actuelle. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est voir comment on peut faire. Parce que si c'est des travaux, si c'est une partie de travaux d'utilité collective, ça va poser un problème d'encadrement par les collectivités ou l'associatif. Moi, je l'ai vécu à l'époque des TUC, mais les TUC, les travaux d'utilité collective, ça remonte à très longtemps. Et si c'est un travail qui est sur les secteurs en tension, là, on ne peut pas dire qu'il y a une concurrence à l'emploi, puisque si c'est des secteurs en tension, c'est parce qu'on ne trouve pas de candidat pour le faire. Il faut un cadre, quoi. Il faut un cadre et en tout cas, ça divise beaucoup. Vous pouvez continuer de voter et d'échanger sur les réseaux sociaux. On en parlera encore, évidemment, dans nos nombreux débat sur Sud Radio. Il est 8h57. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Guillaume Bigot, Éric Nolot. Et vous, continuez de rester à l'écoute, d'autant qu'il y a plein de sapins, plein de cadeaux sous le sapin. Sous le sapin. Il y a des sapins aussi, bien sûr, dans les forêts et ailleurs. Mais bien sûr, et on va vous faire gagner ces cadeaux de Noël dans un instant aussi avec Valérie Expert. Ciao, ciao.